bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Alors aujourd'hui ça va être une vidéo en fait qui va me pousser aux fesses pour pouvoir lire tout ce que j'achète. On est parti sur une palle, en fait on va la baptiser palle du printemps là parce qu'on est mi-mars, troisième semaine de mars je pense. Puis c'est ça, le printemps s'en vient. Comme on peut voir dehors en fait, vous voyez pas, moi je vois très bien, mais on est au Québec donc. Et il n'y a pas un pet de neige. Il n'y a rien du tout, c'est le réchauffement climatique dans sa plus grande splendeur. C'est assez aberrant, c'est impressionnant. Je pose la question aux Québécois autour de moi en leur demandant est-ce que c'est déjà arrivé, puis ça n'est jamais, 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 jamais arrivé. Qu'il n'y ait pas de neige, en fait, il n'y a pas de neige, il fait 0 degré, c'est complètement épouvantable. Bref, je ne vais pas digresser là-dessus, mais c'est ça, c'est assez étonnant. Donc je me fais une vraie palle de printemps finalement, parce que ça m'est arrivé de temps en temps de repartir en France au mois d'avril, et tandis qu'il fait super froid au Québec, en France il y a tout qui est clos quoi. L'herbe est verte, les feuilles sont sur les arbres, etc. Puis quand je reviens au Québec après, c'est comme rebelote avant mai-juin, on n'a rien qui pousse vert là, enfin bref. Donc là on va voir ce que ça va donner, on va espérer qu'il n'y ait pas une grosse bordée de neige qui va nous tomber dessus avant la fin avril. Ça sera assez spécial, mais bon, on le subira. Hein. Au moins, on va peut-être faire un petit peu de ski, là, parce que là, on n'en a pas pu en faire du tout. Donc, je sais que ce sujet-là vous passionne absolument incroyablement, mais on va attaquer tout de suite donc la balle. C'est quand même pour vous donner un petit aperçu, effectivement, du Québec. Hein, parce qu'après tout, d'après ce que j'ai su sur les statistiques YouTube, c'est plus la France qui me regarde. Donc les Québécois sauront de quoi je parle, puis les Français, ils apprennent de quoi je parle, donc c'est ça. Mais on va attaquer avec les BD, le vrai sujet qui vous intéresse, ça c'est certain. C'est parti mon kiki. Alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... à vous présenter, waouh, je pense pas qu'il y en avait autant. La majorité de ces BD là, je vous les ai déjà présentés soit en book haul, soit en pâle. Il y en a certains qui sont comme recyclés, évidemment. Mais encore une fois, ce ne sont que des one-shots, parce qu'il faut que j'écoule quand même ma palle de one-shot, ça serait une bonne idée. Puis ce sont quand même des one-shots qui sont relativement récents, c'est pas des vieux bazars que j'ai trouvés chez Momox. En général, les BD que j'ai là sont aussi achetées neuves à la librairie, donc voilà, on va taper dans le contemporain en fait, dans l'idée. Mais ce sont des BD que je veux vraiment lire en fait depuis un bout de temps, donc c'est pour ça, je me fais une palle, poup, cadrer tout ça, je me donne 2 mois pour les lire, je pense que je vais quand même le faire assez rapidement. Puis après je vais vous faire des avis lecture qui vaudront vraiment le coup, donc c'est parti mon kiki. Alors j'y vais par ordre alphabétique en fait, il n'y a pas forcément de préférence, mais on va démarrer en fait avec Glénat. Je pense qu'ils sont, je sais plus s'ils sont suédois ou finlandais, enfin en tout cas ils sont du nord. On parle de Axel Stuttgart et Daniel Hansen, et on parle de Alva dans la nuit. Ça, je sais que c'est une BD en fait qui est un petit peu fantasmagorique. C'est un peu un thriller, conte horrifique. On suit, je pense, cette petite fille-là, qui s'appelle Alva, petite fille, peut-être jeune fille plutôt, qui est une voleuse en fait. Donc elle visite les maisons, elle dérobe des choses avec deux de ses compagnons. Puis à un moment donné, il arrive quelque chose dans une des maisons. Elle réveille, elle, qui est une sorcière de 2,10 m, qui va en fait, je crois, la prendre plus ou moins sous son aile. Donc ça, il y a plein de choses qui vont se dérouler, c'est plein de rebondissements paraît-il, le dessin est en noir et blanc, assez simple, mais quand même efficace, ça donne ça, donc ça. Puis je sais que j'ai entendu de très bons retours, de très bonnes critiques de cette bande dessinée là, donc on va voir ce que ça va donner. C'est sûr que il est pas mal épais, hein, mais c'est correct, là, enfin je veux dire, les cases sont pas si j'allais dire si pognés en bon québécois, sont pas si entassées les unes avec les autres, donc ça va quand même se lire, il n'y a pas tant de dialogue que ça non plus. On va voir ce que ça va donner, donc ça donne vraiment ça. Donc ça fait partie des bandes dessinées que je veux vraiment lire depuis un moment. Donc et d'une. La deuxième, où je vais avoir peut-être un petit peu plus de mal, c'est un comics, et là on parle de chez 404 Graphiques. C'est dessiné, scénarisé, blablabla, par Jeff Loveness, Lisandro Esteren et Patricio Delpech, et on parle de Apparition. Celui-là aussi, ça fait un petit moment que je l'ai quand même dans ma palle, ça fait vraiment un petit bout de temps. Puis, mais je cours pas trop après les dessins, les graphismes en fait me tentent pas trop. Ce que je vais faire en fait pour la plupart des BD que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais quand même lire la 4e de couverture,
parce que j'ai un petit peu de mal à résumer tout ça effectivement de tête, étant donné qu'il y en a comme plus que 10. Donc c'est parti. Donc Hering est un espion américain désabusé, stationné du côté est du mur de Berlin. Il est en proie au doute sur son rôle dans la guerre froide, qui semble sans fin. Mais lorsqu'il est envoyé en mission derrière les lignes ennemies pour infiltrer les services de renseignement est-allemands, il découvre que les soviétiques viennent de s'emparer d'une arme secrète qui pourrait changer le cours du conflit. Une arme d'un genre nouveau, venu d'ailleurs, qu'ils ne comprennent pas et qu'aucun camp ne pourra jamais contrôler. Donc là on dit Berlin-Est 1973. Quand je vous parlais de graphisme, en fait, c'est quand même assez particulier. J'avoue, moi, c'est pas trop ma tasse de thé. Quand c'est un petit peu délavé comme ça, en fait, avec des trucs un peu fantasmagoriques, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une partie un peu étrange, onirique, rêve. Il sait pas trop où il va. On dirait qu'il y a des monstres de temps en temps. Je vais vous en montrer un, en fait. Bah, pas un monstre, là, mais ça, par exemple. Tout ça doit être symbolique, j'imagine, mais c'est ça, donc puis il est quand même assez épais. On va voir ce que ça va donner. Je sais que j'ai entendu de bonnes critiques aussi. On va voir, je vous en reparlerai après l'avoir lu. Ensuite, un qui a basculé d'une palle à une autre. Là, on est chez Rue de Sèvres et c'est scénarisé et dessiné par Sébastien Corbet, Pauline et Jean-Blaise Gian. Et là, on parle de Au nom du Fils. Donc dans l'enfer de la prison de San Pedro. Là, on va suivre en fait ce monsieur-là qui n'a pas forcément trop de contact avec son fils, puis qui à un moment donné reçoit un message ou un appel ou je sais plus quoi. Puis il va apprendre que son fils est mort dans la prison de San Pedro en Bolivie. Donc je sais que là, ça aussi au niveau critique c'est bon là. Puis le dessin j'aime beaucoup par exemple, j'aime beaucoup les teintes, la façon dont c'est organisé, les personnages aussi, le côté bourru du père là si on peut le voir un peu. Donc ça aussi c'est une BD en fait qui a basculé de ma palle hiver 23-24, bah finalement elle est comme recyclée mais elle reste toujours dans le... Bah là on est au printemps, hein, on n'est plus à l'hiver, mais ça donnerait ça. Je sais que c'est assez poignant parce qu'en fait il va se faire emprisonner dans cette prison là pour savoir pourquoi son fils y est mort. Donc ça va être assez ouf, en tout cas on va voir. Ensuite une BD aussi que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps, qui a aussi d'excellents, je me demande s'il n'y a pas eu un truc à Angoulême avec lui, je revérifierai, je vous marquerai ça en incruste. Ça c'est chez Casterman, c'est Mathias Lehmann et on parle de Chumbo. Beau bébé aussi, au secours. Puis là les cases sont quand même assez denses. Je dis assez dense, puis je tombe sur, sur une case comme ça, qui est une double page finalement. Le dessin est un petit peu particulier, mais en fait on suit une famille, c'est une famille brésilienne, c'est ça, ouais. Une famille brésilienne sur 70 ans à peu près, donc génération après génération après génération. Puis il paraît que c'est vraiment chouette. Il paraît que c'est, on découvre un Brésil sous plusieurs angles, à différentes époques, à travers les yeux de plusieurs personnages différents. C'est sûr que c'est du noir et blanc, puis le dessin, comme je vous dis, est un petit peu particulier, mais non, ça va être chouette. Il y a des petits trucs sympas aussi comme ça. On va voir ce que ça va donner. Là, il y a quand même, il n'y a pas le nombre de pages, là, c'est pas paginé, mais il doit y avoir au moins 400. Là. Bref, donc celui-là. Ensuite, alors celui-là, ça va être super poignant, je pense, encore une fois. C'est chez De Noël Graphique. C'est scénarisé, dessiné, blablabla, par Altariba, Garcia Sanchez et Moral. Et on parle, j'oublie les accents, hein, parce que j'ai l'impression que je fais ça n'importe comment, donc maintenant je francise tout ce que je lis. Et on parle du ciel dans la tête. Là, je vais vous lire le 4e de couverture. Donc, des mines de Kivu au mirage de l'Europe, Nivek, l'enfant soldat, arraché aux griffes de la misère par l'appel d'une vie meilleure, traverse une Afrique magique et tragique, d'une violence et d'une beauté à couper le souffle. Les épreuves de ce voyage initiatique le préparent au péril de la Méditerranée, mais pas aux déconvenus qui l'attendent sur sa rive privilégiée. À l'ombre de Cervantes et de Mark Twain, un récit épique porté par les visions hallucinées d'Altariba et les images somptueuses de Sergio Garcia Sanchez. Donc c'est traduit de l'espagnol. Ça aussi, ça va être j'allais dire assez chaud, mais assez spécial, d'autant que l'agencement des cases, ça donne ceci. C'est un peu fouillis, je trouve, mais j'imagine qu'on doit pouvoir s'y retrouver. Ça sent l'Afrique à plein nez. C'est assez... Ouais, il y a ça aussi. On va voir ce que ça va donner. Il y a quand même aussi plus d'une centaine de pages, je pense. Décidément, il n'y a personne qui fait de pagination dans ces BD là. C'est quoi ce bazar? Je pense qu'il doit y avoir plus d'une centaine de pages en fait à lire. Donc ça aussi, ça va être intéressant. Là, on est chez Bubble Edition. Et c'est scénarisé, dessiné, concocté, tout ce qu'on veut en fait, de Zoé Thorogood. Et on parle de Dans les yeux de Billy Scott.
Bon, là, ça va être c'est en partie autobiographique, je pense, j'imagine. C'est une jeune femme, en fait, qui est une artiste. Elle est sollicitée par une galerie qui veut exposer ses œuvres, mais sauf qu'elle commence à perdre la vue. Donc, pour remplir le contrat d'exposer, j'imagine, un certain nombre d'œuvres, il va falloir qu'elle travaille. Donc, j'imagine que c'est vraiment une découverte de soi. Le dessin est quand même assez particulier, mais j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. C'est très fin comme trait, en fait. C'est... Ouais, c'est ça, c'est pas tant de dialogue que ça. Par contre, il va falloir que je prenne ma loupe, parce que c'est écrit tout petit. C'est sûr que la bande dessinée est quand même assez petite, mais il y a quand même encore un certain nombre de pages. Y a-t-il le nombre de pages sur celle-là? Voyons voir, on va faire un concours. 161. Yes, madame, quand même. Donc ça, aussi un que j'avais ramené de France, donc que j'ai acheté l'année dernière finalement, donc quand même assez récent. C'est chez Grand Angle, et c'est Victor L. Pinel qui a scénarisé et dessiné, et on parle de échec. Donc ça donne ça, aussi un beau bébé, je pense que j'ai de la lecture en perspective. Je vous lis la 4e de couverture, ce sera beaucoup plus simple. Donc, les portes d'un tram s'ouvrent et un jeune homme flash sur une femme qu'il ne reverra plus. C'est le point de départ de ce récit choral où les protagonistes, tous en train d'échouer dans leurs relations personnelles, sont comme les pièces d'un jeu d'échecs. Les pions se demandent si ce n'est pas le moment de sacrifier une pièce pour continuer à avancer, les fous se croisent sans vraiment se trouver, le cavalier libre, capable de sauter au-dessus des autres pièces, mais vulnérable, car aussi insaisissable qu'il soit, un cavalier peut être pris pour un simple pion. Ils avancent tous, se confrontent, se déplacent dans leur vie comme sur un échiquier. Ils sont tous connectés sans même le savoir et vont jouer une partie qui va changer leur vie. Ça aussi, j'ai entendu de bons échos et j'adore le dessin. J'adore le dessin. J'adore le dessin. Si Victor L. Pinel en a fait d'autres, je pense que je vais aller vérifier ça parce que... Puis en plus... juste pour le fun. Et en plus... je pense que l'histoire est vraiment poignante, elle est vraiment belle, extrêmement humaine. Puis moi, vous savez bien que moi, l'humain, j'adore. J'aime beaucoup les leçons de vie, donc on va voir ce que ça va donner aussi. Ensuite, alors une BD qui sort un petit peu de l'ordinaire, mais dont j'ai aussi vu de bonnes critiques. Là, c'est chez Casterman, c'est scénarisé et dessiné par Jennifer Daniel, et on parle de l'expert. Je pense que ça va être assez... Ça va pas être doudou là, comme bande dessinée, mais ça risque d'être assez chouette parce que là on parle de été 77, un accident se produit sur une route de campagne d'Allemagne de l'Ouest, dans lequel non seulement 2 véhicules mais aussi 2 mondes se percutent. Myriam et son fils y perdent la vie, dans l'indifférence générale. Mais Monsieur Martin, un simple employé de la morgue, a des raisons bien personnelles de s'intéresser de plus près à cette affaire. Puis c'est cool parce qu'en fait on va voir on va connaître en fait l'Allemagne après-guerre, dans les années 70 disons. Puis les dessins sont assez particuliers aussi, mais moi je pense que ça va me plaire. C'est assez particulier vraiment. En espérant que... Mais c'est toujours chouette de découvrir des nouvelles pattes graphiques, vraiment. Moi c'est quelque chose qui me porte beaucoup. Il y en a certaines où je vais pouvoir dire, en les ayant lues, que non, j'aime pas du tout. Ou il y en a d'autres effectivement qui vont me faire découvrir d'autres auteurs qui pourraient se ressembler au niveau du dessin. Les histoires en général sont toujours super belles, mais c'est les dessins des fois qui me font bloquer la lecture. Ensuite, un que j'ai, je sais plus s'il avait fait partie d'une palle, celui-là je me souviens même plus, mais toujours est-il que je l'avais présenté en book haul lors d'un vlog je crois, parce que je l'avais acheté durant le festival du livre à Rimouski, donc l'année dernière. Puis j'avais, en parlant à me faire signer d'autres BD finalement, j'avais croisé le dessinateur de cette bande dessinée là. Et du coup, je l'ai acheté, il me l'avait même dédicacé. Là, on est chez Glénat, et on parle de scénario Michel Viau et le dessin de Djibril Morissette, fan. Et on parle de Havana Connection. Ça aussi, il y a de la lecture, je vous dis, je dis 2 mois, mais ça va peut-être me prendre 3 mois, là. Ouais, il y a quand même, il y a 240 pages, là. Et là, en fait, là-dessus, on dit, donc Cuba 1956, Fulgencio Batista, dictateur violent et corrompu, a peu à peu livré la Havane à la mafia américaine qui y a établi hôtels, cabarets et casinos. Chaque jour, les touristes affluent pour y dépenser des fortunes dans le jeu, le sexe et la drogue. Mais dans les populations, la révolte gronde. Les attentats se multiplient, le jeune avocat Fidel Castro est devenu le leader des forces révolutionnaires. Lucien Rivard, trafiquant de drogue lié à la French Connection, débarque à ce moment dans la capitale cubaine. Sous couvert de gérer un nightclub, il doit trouver à la demande de la mafia new-yorkaise de nouvelles voies d'accès pour écouler l'héroïne marseillaise vers les grandes villes d'Amérique. Mais ce mafieux canadien, donc, comme Djibril aussi, c'est un jeune homme québécois,
Mais ce mafieux canadien est également marchand d'armes et les Barbudos de Fidel Castro, réfugiés dans la montagne, en ont désespérément besoin. Le dessin est hyper mature. Le Djibril que j'avais croisé effectivement sur une table au festival, c'est un jeune homme là. Je pense pas que ça ait 30 ans ça. Puis ouais, c'est ça, ça donnait ça en fait la dédicace. Cool. Puis non, ça va être un peu documentaire, un peu le dessin est franchement génial. Enfin, il est extrêmement posé. Puis je trouve que pour décrire ce genre d'histoire aussi, c'est tout à fait approprié, vraiment. Donc ça aussi, ça fait un moment que je l'ai dans ma palle. Alléluia, il faut qu'il y passe aussi. Un petit aussi qui a fait beaucoup parler de lui, et en bien et en mal, ça dépendait effectivement des goûts de chacun. Ça a quand même remporté pas mal de points positifs, plus que de négatifs, c'est certain, parce que ça doit être une petite lecture très agréable aussi. Ça c'est chez Dargaud, c'est scénarisé et dessiné par Jordi Lafèbre, et on parle de « Je suis leur silence ». Là on va suivre cette petite nana là en fait qui, je pense, qui est en thérapie, si je me souviens bien, et qui raconte en fait un épisode de sa vie dans lequel elle a croisé en fait qu'elle a trouvé un cadavre, puis qu'elle en a en fait découvert le meurtrier. Je sais qu'elle est un peu frappadingue parce qu'elle a aussi, elle parle, je crois, à sa grande-tante ou ses grandes-tantes, enfin en tout cas il y a une part de fantômes et de trucs bizarres là-dedans. Mais ça va être chouette à lire. Les critiques étaient quand même assez positives. Puis le dessin est absolument génial. Moi j'adore le dessin de Jordi Lafèbre. Qui n'aime pas le dessin de Jordi Lafèbre? Alors ça m'étonnerait qu'il y en ait. C'est quand même lui qui a fait Malgré tout, qu'il faut absolument que vous lisiez, et qui a aussi dessiné Les Beaux Étés. Donc ça donne ça. Là il y en a un petit peu moins de pages. Y a-t-il des pages sur celui-là? Oui, il y en a un petit peu plus de 100. Donc ça va se lire rapidos aussi, à un moment donné. Ensuite, une autre recommandation que j'ai vu passer plus par les aficionados de comics. Là, on est chez Delcourt et c'est scénarisé, dessiné par Lorenzo De Felici et on parle de Chroma. C'est vraiment du dessin, en fait comics. Donc ça donne ça. C'est quand même assez épais aussi. Voyons voir s'il y a un nombre de pages. Oui, il y a 200 pages à peu près. Puis là, on suit cette petite jeune fille en fait qui vit dans une cité qui qui doit cacher la couleur, parce que la couleur est apparemment synonyme de danger, de mort. Donc, je pense qu'elle va vivre des aventures ailleurs. Elle va découvrir tout ce monde-là en fait, probablement de se rendre compte que la couleur n'est pas du tout méchante en fait, n'est pas dangereuse finalement. J'imagine que c'est vers ça que ça va s'en aller. Mais ça aussi, ça devrait se lire vite aussi. Il n'y a pas tant de dialogue que ça. Puis c'est des belles pages. Par exemple, le dessin est chouette. J'aime beaucoup. Puis étant donné qu'on parle de couleurs, à mon avis, il va y avoir des explosions de couleurs certainement à certains moments. Donc ça va être intéressant. Ensuite, celui-là, oui. Alors, il ne fait pas partie de mes préférés à lire, mais je l'ai mis quand même. À un moment donné, il faut quand même effectivement avancer dans les lectures. Là, on est chez Dupuis. Alors, scénarisé et dessiné par Valérie Vernet et Mathieu Rennes. Et on parle de Un loup pour l'homme. Ça, je pense que c'est la France au début des années 30. Léopold Baron est un riche propriétaire terrien, puis je pense qu'il est extrêmement méchant. Donc il a tendance à vouloir battre certaines personnes, dont une maman, je crois, qui va, du fait de son acte, en fait, sa fille va être obligée de partir en forêt et va se lier à un loup. Probablement, il va y avoir des histoires de vengeance là-dedans, ça va être assez catastrophone. Puis ça va dépeindre toute une atmosphère, toute une campagne, aussi effectivement les hommes à pouvoir qui en abusent. Ça va être ça aussi probablement. Le dessin est chouette, un petit peu crayonné, mais non, agréable à l'œil en premier abord comme ça, là, ça a l'air d'être chouette. Donc ça aussi, ça va être sympa à lire, je pense. Ensuite, celui-là aussi recyclé, parce que toujours pas lu, au secours. Ça va être pour mon petit cœur, parce qu'il paraît que c'est extrêmement poignant. C'est chez Delcourt Mirage, c'est d'après le roman d'Antonio Maresco, c'est scénarisé et dessiné par Grégory Panaccione. C'est drôle parce qu'en fait je suis en train de me rendre compte que j'ai beaucoup de bandes dessinées qui sont dessinées et scénarisées par une même personne, donc c'est marrant, j'aurais pu quasiment faire un thème de vidéo là-dessus. Bref, et là on parle de La Petite Lumière. Donc ça va suivre un vieux monsieur qui s'est isolé, je pense, dans une cabane, probablement pour méditer et penser à la vie et tout ça. Puis, à un moment donné, en fait, il voit une petite lumière au loin
et évidemment il est intrigué. Donc il va aller vers cette petite lumière. Le dessin est magnifique, vraiment. C'est tout en nuances, pastel, ça fait toute une ambiance effectivement intimiste et très campagnarde aussi. Oh, j'adore. Non, c'est vraiment chouette. Ça aussi, j'ai hâte de le lire. Je sais que ça va être, ça va me toucher au cœur, je pense. Ça va me faire m'interroger sur plein de choses. Oh, il y en a encore une ici qui est... C'est super, vraiment. J'adore, j'adore, j'adore. Donc ça, c'est good aussi. Il m'en reste 2. Là, on est chez Dargaud. Ah bah encore une fois, dessiné et scénarisé par Thomas Gilbert. Puis on parle de la voix des bêtes et la fin des hommes. Donc ça va être ceci. Ça, je vais vous lire la 4e de couverture parce que comme c'est très fantasmagorique et compagnie, je ne sais jamais quoi parle de quoi. Alors, Brunehilde est guérisseuse et meneuse de loups. Quand elle arrive dans cette vallée forestière des Causses du Quercy, elle découvre avec effarement l'exploitation outrancière des terres, la famine, la maladie galopante et surtout une série de meurtres sauvages perpétrés dans les bois. Pour les villageois, il est évident qu'il s'agit de l'œuvre d'un démon, d'une bête, le loup. Mais pour Brunehilde, femme nomade, considérée comme une sorcière, rien n'est moins sûr. Elle sait mieux que quiconque que l'homme est un loup pour l'homme. Ça va être encore plein de leçons de vie et plein de... Le dessin est chouette. Ça fait très moyenâgeux, je trouve, je sais pas pourquoi. C'est ça que je voulais vous retrouver, c'est... Waouh, tadam. C'est vraiment cool, vraiment, vraiment cool. Ça va être assez... ouais, il y a l'air d'y avoir un petit peu de... Il y a de la religion là-dedans. Il y a probablement qu'il y a pas mal d'interrogations, effectivement, au niveau spirituel. Donc voilà, la mort. Tadam. Ça va être assez poignant aussi. C'est encore une fois un bon one-shot. Ils font plus dans la dentelle. Hein. C'est plus du 48 pages du tout. Là, c'est... ouais, c'est ça. 180 pages à peu près. Donc ça va être cool aussi à lire. Et le petit dernier, et non le moindre... là, on est chez Dupuis. C'est scénarisé et dessiné par Garino et Toussaint. Et on parle de Les vies de Charlie. Ça aussi, ça va être chouette à lire, je pense, parce que ça va être assez spirituel. Et c'est quoi la vie, la mort, c'est quoi la vie, c'est quoi l'amitié, c'est quoi tout ça. Parce qu'en fait, que deviennent nos proches après la mort? Fini les enterrements, maintenant on recycle. Dans une grande ville bouillonnante et grouillante, Charlie, employé chez Recycle Éternel... je l'avais pas compris en le lisant, dis donc. Recycle éternel, donc, éternel, est le meilleur dans son domaine. Trouve une utilité à votre corps après la mort. Un jour, un jeune garçon l'appelle pour lui demander ce qu'est devenu l'âme de sa maman. Si Charlie a l'habitude de s'occuper du corps, qui s'occupe de l'âme? Incapable de répondre, il va se lancer dans une enquête au cœur de la mort et de l'amour. Je vous montre quand même le truc parce que de la vie est éternel, pour que vous puissiez voir de quelle façon c'est écrit. Puis j'adore, enfin déjà même la couverture elle est flashy, elle est chouette, elle est belle, elle est magnifique. Le dessin est chouette aussi, bah, déjà même l'intérieur ça donne ça, c'est super beau. Là ça va être effectivement le petit garçon qui doit lui demander elle est où l'âme de ma maman, qui doit être un petit peu perdu, donc ça c'est Charlie. Puis c'est ça, en fait la BD est quand même assez grande là. Il y a quand même ouais c'est ça, hop, ça donne ça, c'est très pastel, donc ça va être très chouette. Puis je sais qu'à certains moments effectivement dans la BD il y a plein d'explosions de couleurs, je vous montrerai pas la fin parce que ce serait vous dévoiler des choses, mais ouais, c'est assez fantasmagorique. Ça aussi, j'ai entendu de très bonnes critiques en fait sur cette bande dessinée là. Donc voilà mes, je pense 15 BD. Je regarderai si je sais bien le bon compte, mais donc voilà. Comme je vous dis, j'ai à peu près 2 mois pour les lire. Je sais pas, dites-moi peut-être en commentaire si vous les avez lus. Lesquels vous me diriez de lire celui-là en premier ou celui-là en dernier, sachant qu'il y a un truc que j'aime bien faire un petit peu dans beaucoup de choses, notamment la bouffe, c'est que je préfère toujours manger ce qui est le moins bon pour finir par le meilleur. Donc si vos recommandations sont effectivement sur le fait que lisez celle-là je l'ai moins aimée, ok, je vais la lire en premier, comme ça sera, on passera aux prochaines après, donc bref. Faites comme vous le sentez, donnez-moi votre opinion, dites-moi ce que vous en pensez. Si à votre avis je vais tout lire, souvent j'essaye, il me reste encore des petits bouts, il me reste encore peut-être 6 ou 7 bandes dessinées, je pense, de la palle hiver 23-24, sachant qu'il y en avait comme, je sais plus combien, une trentaine. Donc c'est pas si mal quand même, je me félicite moi-même. Puis c'est ça, puis j'ai bien hâte de vous en faire un avis lecture bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker,
à mettre un petit commentaire, à partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur oui, je veux être abonné, je veux voir tes vidéos, ma cocotte. Donc c'est ça, vous pouvez, faites comme vous le sentez, mais ça fait toujours plaisir. Puis je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD. En attendant de vous parler des miennes, et je vous dis à très bientôt. Salut!